J'ai une question pour Christelle Nicolas. Est-ce que vous incluez le land art dans votre périmètre de recherche, c'est-à-dire utiliser la nature pour faire des œuvres d'art? On va dire que le land art est considéré en fait par les tenants du tournant spatial comme l'émergence justement de ce tournant spatial dans l'art. Mais moi, je ne m'intéresse justement pas au land art. Je m'intéresse à des artistes qui partent des lieux. Alors c'est vrai, je vous en ai cité quelques-uns, peut-être que vous en connaissez d'autres. Il y a par exemple Till Roeskens, qui est un artiste qui travaille lui aussi dans la durée à partir de quartiers, par exemple un quartier à Marseille, le quartier Consolat Mirabeau, où il va s'imprégner des lieux pendant plusieurs années, discuter avec les personnes qui l'habitent, et ensuite clore en fait ce terrain, cette expérimentation par une performance en public qui va être filmée, qui va avoir lieu une fois, où il va devenir un conteur de ce qu'il a vécu pendant plusieurs années avec ces personnes par intermittence. Donc c'est pas à proprement parler du land art, et c'est pour ça que j'expliquais bien qu'il ne s'agit pas d'œuvres qui sont laissées sur les lieux, ce sont des performances éphémères qui ne laissent pas de traces, ou bien ce sont des œuvres qui vont être de l'ordre du film, de l'installation photographique. Voilà. Donc, mais là aussi, ça parle de rapport à l'espace, en fait, même si ça ne reste pas dans l'espace, de mon point de vue. Je ne sais pas si j'ai répondu. On pourrait objecter que dans le land art, les œuvres sont éphémères parfois. Donc. Parfois, oui. Après, ça dépend de quel land art. Voilà. Ouais. Si d'autres questions? Non. Tu n'as pas de questions? Bon, je ne sais pas. Sinon, on peut aussi continuer à discuter en dehors de cette salle. C'était pour rebondir par rapport à votre intervention, on m'entend, par rapport à cette idée d'enquête sur le terrain, qui est ce sont des choses, des procédures qui ont été menées en ce qui concerne Gaston Chessac, par rapport au milieu dans lequel il vivait. Il faut savoir que dès 1942, il bouge quasiment plus de la Vendée, et il vit dans un milieu rural relativement isolé, où sa femme est institutrice laïque. Elle a 1 ou 2 élèves quand elle a classe. Il est raillé parce qu'il vit à la maison, il est artiste tandis que sa femme travaille, et il y a une grande méfiance de la population environnante qui ne réalise pas que dès 1940, Chessac est remarqué par Dubuffet, par Queneau, par Paulan, qui commence à avoir des amateurs, et qui va en prendre conscience en fait dans les années 60, quand il va commencer d'être défendu par la galerie Iris Clair, notamment à Paris. Mais ce qui fait que pendant 20 ans, quand il vient en Vendée, les gens l'observent, il les observe, puisqu'il l'écrit dans sa correspondance, dans laquelle il parle de son travail, mais il parle aussi des enterrements communaux auxquels il assiste, du jardinage, de la cuisine, je l'ai dit, des faits plus intimes. Et depuis quelques années, les historiens, en fait, se sont penchés sur les témoignages des personnes qui avaient connu Gaston Chessac en vivant à ses côtés. Et ces témoignages sont, j'ai en tant qu'historienne beaucoup de mal à les traiter, puisqu'ils sont complètement biaisés du fait de la reconnaissance tardive de l'artiste, où les gens se sont rendus compte à un moment donné qu'ils avaient fait une erreur en se moquant de lui. Le curé du village invitait les enfants à se foutre de la gueule de Chessac. Chessac le raconte dans sa correspondance, et de fait, sur les vidéos, on les a, on voit les enfants aujourd'hui devenus adultes parler de Chessac dans des termes laudatifs, mais qui correspondent absolument pas à la situation qui était celle de Chessac dans les années 40, 50, 60, au moment où il vivait en Vendée. Donc du coup, c'est plus une remarque qu'une question. Votre intervention m'a intéressée par rapport à ça, parce que les témoignages que je pourrais avoir, que j'ai pas menés, mais que j'ai puisque d'autres les ont menés, pour moi, ce sont des outils que j'ai beaucoup de mal à utiliser. Alors pour ma part, c'est plus simple, puisqu'il s'agit en fait d'un terrain qui n'est pas biographique.
qui n'est pas lié à justement la biographie de l'auteur, et ça reste stricto sensus lié à l'œuvre. Donc je pense que pour ma part, ce sera de ce point de vue-là plus simple. Voilà. Oui. Ah, bah, ça... C'est une question pour Juliette Bessette. Est-ce que John j'arrive pas à prononcer son nom, je suis un peu découvert. Jack oui. Est-ce qu'il était encore en activité artistique dans sa seconde période de prospectiviste, etc., ou dans sa dernière période, par exemple? Est-ce que c'est lui qui a fait les couvertures de ses bouquins? Alors c'est une bonne question, parce que je me la pose aussi. Officiellement non, enfin, il n'a pas du tout cherché à donner de la visibilité à ses œuvres, en tout cas à partir de son départ pour les États-Unis en 62, où il est parti travailler avec l'architecte Richard Buckminster Fuller. À partir de ce moment-là, il a décroché du monde des musées, des expositions, bien qu'il n'y était pas très affilié non plus. Mais par contre, dans les archives qu'il a pu laisser, il n'a pas laissé de volonté de s'intégrer à l'histoire de l'art, mais il a quand même laissé suffisamment d'archives pour qu'on puisse le faire a posteriori. Et dans ces archives, il y a notamment des choses qui s'appellent des palettes, qui sont appelées des palettes par Yale, qui est l'université de Yale qui conserve ces archives, qui sont en fait des magazines prédécoupés. Donc comme s'il allait s'en servir, mais il a été aspiré par d'autres activités qu'il a apparemment trouvées plus nécessaires et plus essentielles directement, qui étaient les études scientifiques. Mais il y a quand même des dessins et les témoignages que j'ai pu récolter disent qu'il avait toujours cette activité, mais qui était très, entre guillemets, amateur, qui était vraiment pour son plaisir propre. Alors moi j'ai une question et une remarque pour la géographie, l'intervention sur la géographie de l'art. Je trouvais très intéressante parce que moi qui fais un travail historiographique, quand on m'a parlé de géographie de l'art, j'ai plutôt pensé à caractère, milieu, et pour en Angleterre particulièrement, il y a The Englishness of English Art de Nicolas Pevsner, qui donc définit l'anglicité d'un art anglais et qui se base beaucoup sur des déterminants géographiques, en disant que voilà, le climat, la campagne anglaise, cette impression un peu hors du temps, hors d'une avancée temporelle. Voilà. Et c'est très intéressant de voir qu'on peut avoir d'autres approches en utilisant ces moyens de géographie de l'art, parce que c'est une notion qui, jusqu'alors pour moi, était relativement décriée. Donc je trouvais ça très intéressant. C'était juste une remarque. Et sinon, c'était une question, alors peut-être pour Mapplethorpe et Yves Saint-Laurent. Moi, ce que je trouve ça assez intéressant, c'est que ce sont des personnages relativement iconiques. Et je me demandais comment vous faisiez dans votre travail pour arriver à vous défaire de ces formes de légendes, notamment Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, où il y a une mise en scène quand même d'Yves Saint-Laurent très forte, ou Mapplethorpe et son collectionneur. Est-ce que vous, en tant que chercheur, vous avez des doutes parfois sur la part de légendes auxquelles vous contribuez peut-être perpétuer une image, ou au contraire vous appuyez sur des documents, correspondances qui fait vous dites que ce n'est pas simplement de la légende, c'est... Alors concernant Saint-Laurent, Berger, c'est un peu particulier, je parlais plus à titre personnel. D'abord, moi j'ai grandi un peu avec ces images-là parce que moi ma première passion c'est la mode, et on m'a offert un livre sur Saint-Laurent, je devais avoir 6 ans. Donc j'ai découvert la photo grâce à la photographie de mode, j'ai découvert Saint-Laurent qui a été la première... voilà, j'ai une fascination pour le travail de Saint-Laurent et pour les images construites par Saint-Laurent et Jean Louzieff et Helmut Newton aussi évidemment. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Moi, j'ai commencé par cette partie-là dans ma thèse, qui est en fait la partie centrale de ma thèse, et non pas la première partie, parce que ma thèse est divisée en 3, parce que c'est celle qui m'est la plus familière, parce que je la côtoie depuis très longtemps, et j'ai beaucoup lu sur Saint-Laurent. Je sais très bien, du coup, comment Pierre Berger a construit cette légende-là, d'autant plus que je parle dans ma thèse de l'avant Saint-Laurent pour Berger, c'est-à-dire quand il était le compagnon de Bernard Buffet, dont il a construit en partie la carrière. Donc c'est là où il a appris ce que c'est que d'être quelque part agent
d'un artiste, si l'on peut dire, même si évidemment c'est pas le terme précis, surtout à l'époque, mais il sait faire, il a su, il a appris comme ça, et il l'a fait avec Saint-Laurent. Et donc, quand on sait l'avant, déjà c'est plus facile pour déconstruire ensuite le récit officiel. Voilà. Et puis après, bah oui, de multiples sources, parce que vous avez aussi des sources discordantes comme Beautiful People d'Alicia Drake, qui a été un livre qui a un petit peu défrayé la chronique de la mode il y a quelques années, parce que justement, elle a étudié l'envers du décor. Elle a montré, par exemple, que Lagerfeld et Saint-Laurent étaient très amis pendant très longtemps, avant qu'une dispute sur un sujet assez particulier, etc., les éloigne définitivement. Et voilà. Et puis après, j'ai aussi des témoignages je trouve que je connais quelqu'un qui était proche de Saint-Laurent, donc qui permet aussi de voir un peu l'envers du décor. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a un point où on ne peut absolument pas tout déconstruire, évidemment, c'est le couple Berger-Saint-Laurent. Parce qu'il y a effectivement le récit de Berger, mais tout a été... Enfin, si vous interrogez les proches, vous voyez les témoignages dans les livres, tout a été dit, tout et son contraire. Et évidemment que ça restera toujours mystérieux, mais pas seulement parce que c'est le couple Berger-Saint-Laurent, simplement parce qu'un couple est par essence quelque chose de mystérieux qui échappe au regard des autres. Il se trouve qu'eux ont construit une image publique de ça, qui est aussi nourrie par leur collection, dont ils disent d'ailleurs que c'était aussi leur enfant au même titre que la maison de couture, mais même sans cette espèce de parallèle avec l'enfant qui n'est pas forcément nécessaire, c'est une œuvre, une création à deux. Et donc oui, il y a toujours cette part de légende, mais on va dire que je pense que tout le monde fait un récit de sa propre histoire, voire de sa propre histoire d'amour. Évidemment, chez eux, ça prend une dimension tout à fait légendaire, mais il y a possibilité de déconstruire, et je finis là-dessus, juste la construction même du récit, la nécessité de le construire, les motifs récurrents disent quelque chose de la construction elle-même. Donc même quand on part de ça, de ce qui devient des archétypes de ce récit, on comprend qu'il y a un enjeu derrière, et on va du coup chercher cet enjeu à travers les faits historiques qu'on a à sa disposition, qu'on peut trouver. Voilà pour moi. Et de mon côté, je tiens à préciser que je vais parler dans ma thèse de Mapplethorpe et de ce collectionneur Sam Wagstaff, en partie car ils ont, tout au long de leur vie, créé une archive autour de leurs œuvres. Ils ont donné toute leur correspondance et tous leurs papiers personnels au Getty. Je me base donc sur leurs histoires aussi pour des aspects pratiques, puisque pour faire une recherche en histoire de l'art, il faut bien avoir des documents d'archives. Et justement, dans ma thèse, je tente de déconstruire le mythe autour de ce collectionneur qui était certes très important et de ce photographe qui était certes très important, en montrant justement des collectionneurs et des photographes qui sont moins connus et reconnus dans l'histoire de l'art. Voilà. Je finis juste sur une chose et on va conclure. Par rapport à votre question, mais je pense que c'est plus général, vous voyez l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, le portrait de Saint-Laurent par Warhol, donc j'ai montré au tout début. Warhol, c'est aussi typiquement ça, quand on parle de la question du récit. Warhol, vous voyez ça, c'est des images absolument incontournables, et en même temps, elles sont très mystérieuses parce qu'on a l'impression que tout est en surface, c'est ce que dit Warhol, et il a raison, parce que c'est une icône, ce qu'il fait, et en même temps, il y a toujours à dire derrière, il y a toujours des choses parce que c'est toujours construit, il y a 1000 sens aussi. Et donc voilà, enfin c'est ce qu'on disait à la base sur l'idée de faire une journée d'études sur les idées reçues, c'est que vous avez un motif qui est tellement évident qu'on ne le voit plus, et qu'à partir du moment où on va essayer de l'analyser et de comprendre comment il est construit, on se rend compte qu'on a ces idées reçues. Et donc finalement, c'est ce qu'on a, je pense, tous fait aujourd'hui en essayant d'expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière cette image qu'on a tous, qui est une image écran, et comment on construit cette image et qu'est-ce que ça dit plus finalement sur nous et comment on construit les idées reçues que sur l'image elle-même qui est toujours mystérieuse et qui peut être qui est une œuvre plus profonde que ça. Voilà. Bon, bah écoutez, on vous remercie tous, oui. Vous intervenants, vous le public.
On remercie l'école doctorale également, vous avez permis de faire cette journée d'études. L'INHA de nous prêter une jolie salle. Absolument. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment très contentes de vous avoir reçus, que vous ayez répondu à notre appel et de venir partager ça avec nous. Et il nous reste en fait à vous souhaiter le meilleur pour les travaux de chacun et chacune.